Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Sud. On saura dans les heures qui viennent si le Brésil organise la Copa América. C'est la compétition la plus importante des Amériques. Elle se déroule tous les 2, 3, 4 ans, c'est un peu aléatoire. Et ça commence dimanche prochain. Et après le désistement soudain de la Colombie, on sait qu'elle est en plein trouble, et aussi de l'Argentine, à la stupéfaction générale, le Brésil s'est proposé d'organiser la Copa 2021. Et la surprise, c'est que le Brésil est lui-même touché par le fléau du Covid. Il paraît que la maladie fait des ravages là-bas, on parle de 500 000 morts. Il n'empêche, le président Bolsonaro a accepté avec enthousiasme la demande des organisateurs. 2 députés ont aussitôt déposé un recours et la Cour suprême, donc brésilienne, doit trancher dans les heures qui viennent. Tous les tifosi du monde entier sont évidemment aux aguets et nous aussi ici à Télé Sud. Le Brésil, c'est le pays du foot. C'est le pays de tous les excès. Le Brésil, c'est le pays où la justice impose son tempo. Et c'est le pays de Bolsonaro, ça fait un alexandrin. Et c'est le pays qu'aime Virginie Jacob-Berger, l'avoué, qui vient de publier aux éditions du Rocher, donc Brésil, le voyage au pays de Bolsonaro. Alors, vous êtes journaliste, vous vous occupez pas de politique étrangère en général. Oui, il y a longtemps. Comment ça se met donc ? Comment ça se fait que vous soyez intéressé soudain ? D'ailleurs, ce n'est pas si soudain parce que vous aviez déjà publié un livre sur « Ils sont fous, ces Brésiliens ». Ça s'est avéré vrai puisqu'ils ont élu Bolsonaro. Comment ça se fait que vous vous intéressiez à ce pays ? Écoutez, en fait, j'ai découvert ce pays il y a 10 ans. Donc même plus de 10, enfin 2010, donc plus de 10 ans, à l'occasion en fait d'un colloque économique sur le pays. Et il faut se souvenir que le Brésil aujourd'hui, on sait très bien que malheureusement il y a des problèmes économiques, il y a aujourd'hui le fléau du Covid, mais à cette époque-là, 2010, c'était vraiment un autre Brésil. C'était un Brésil qui était à 7,5% de croissance, donc quand même une croissance phénoménale. Il faisait partie de ces fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Il était juste derrière la Chine. Et quand vous débarquez comme ça dans un pays, il y a quand même une culture forte, il y a beaucoup de liens entre la France et le Brésil. Je dois dire que moi, ce n'est pas du tout le côté paillettes, plage, samba, football, peut-être si quand même, parce que ça j'ai suivi après la Coupe de 2014. C'est difficile d'y échapper. Et puis quand même, en tant que Français, on est aussi très investi dans l'impact de ce sport. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'aspect en fait, des personnalités que j'ai rencontrées. Et vous savez, le Brésil alors, a ses qualités et ses défauts, mais dans ses qualités, il a quand même aussi une convivialité qui est incroyable. Quand vous rencontrez, par exemple, à l'occasion de ce colloque, des dirigeants économiques, s'ils apprennent que vous faites partie d'un titre qui fait aussi de la politique, ils vont vous présenter des politiciens. S'ils savent que vous faites de la culture, ils vont vous présenter le plus grand chef d'orchestre du pays. Et donc, il y a des contacts qui se créent très facilement. Ils sont très attachants. Voilà, exactement. Et on tombe amoureux facilement du Brésil et des Brésiliens et des Brésiliennes, évidemment. Vous allez tout nous raconter. Et puis, nous rejoindrons dans un instant Jean-Éric Brana, qui est universitaire, prof à Paris 2. Son blog sur les États-Unis est célèbre. Il est suivi par tous les professionnels, par tous ceux qui s'intéressent aux élections américaines, aux sondages, à la vie de Washington, à l'État profond et aux manœuvres des médias aussi. C'est l'homme qui avait prévu l'élection de Donald Trump et puis sa défaite aussi devant Joe Biden. Et pour Obama, évidemment, c'était quand même un petit peu plus facile de voir comment les choses allaient se passer. On va le rejoindre et il va nous parler de la venue en Europe de Joe Biden, son premier grand voyage à l'étranger, sa première tournée, puisqu'il est arrivé hier soir en Grande-Bretagne et qu'il va y rester une semaine entière en Europe. Nous parlerons donc avec lui de ce président qui vient recoller les morceaux et peut-être enrôler les alliés dans ce front contre la Chine. Sur le Brésil, revenons-y tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à votre avis, Lula est resté aussi populaire, sinon parmi ses partisans, en tout cas en Europe? Pourquoi est-ce qu'il a une image aussi positive? Parce qu'on a commencé à vraiment s'intéresser à la politique au Brésil quand Lula a été élu.
Oui, exactement. Je crois que c'est Obama qui a dit que c'était le président le plus populaire du siècle, que lui le reconnaissait. Voilà, il y a une espèce de, on en a fait une figure complètement, un mythe vivant, quoi. Et donc c'est vraiment le mythe vivant de la gauche sud-américaine. Et au-delà, après sur l'image positive, moi je n'irais peut-être pas jusque-là parce que je pense que justement l'image de Lula, elle est très différente et c'est ce que j'ai essayé aussi d'évoquer à travers ce livre sur Bolsonaro. Elle est différente dans le pays, au Brésil et à l'extérieur. C'est vrai que Lula, à l'extérieur, et aujourd'hui on sait qu'il sera dans la campagne l'année prochaine, donc 2022, il y aura les élections. Il était donc poursuivi pour corruption. Aujourd'hui, ses charges sont levées. C'est Monte Cristo, il était en prison. Bon, c'est une prison aménagée, mais on croyait qu'il était véritablement fini. Écoutez, et d'un coup, il ressurgit sur la scène comme un diable de sa boîte. C'est Monte Cristo, mais c'est pas très gentil pour Monte Cristo, parce que quand même, il y a la vaillance. Là pour le coup, Bolsonaro, Lula, alors aujourd'hui, ses charges pour le moment sont levées, mais l'enquête se poursuit. Il va quand même aller de nouveau devant la justice. Et les charges pour corruption, je vous rappelle quand même que l'affaire Lavajato, c'est quand même des milliards détournés, qui a complètement anéanti l'économie. C'est pas une affaire de corruption comme les autres. Vous racontez ça très bien dans votre ouvrage. Tout à fait. Et pour le moment, il n'est pas vraiment innocenté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la presse internationale qui aujourd'hui en fait le nouveau héros des élections parce qu'effectivement, dans les sondages d'intention, mais vous savez, les sondages d'intention, ils peuvent encore bouger. Et puis, il y aura de toute façon la décision de justice qui va trancher s'il est éligible ou pas. Jusqu'à présent, il ne l'était pas. Donc, il y a eu un revirement il y a quelques mois. Il faut se dire que ce revirement, jusqu'à présent, Lula, il n'y a pas eu un jugement à son encontre pour corruption. Il y a eu 4 jugements, 4 juridictions différentes, et il a été condamné pour corruption, association de malfaiteurs, obstruction à la justice. Le dossier est lourd. Tous ces procès, pardonnez-moi, tous ces procès sont levés, mais pas anéantis. Voilà, donc il faut voir ce que ça donne. Donc tout ça va être recommencé, on va repartir, mais entre-temps, il y aura eu une campagne présidentielle. La question que je vous posais, c'était comment est-ce que vous comprenez l'image incroyable, l'image positive qu'il continue d'avoir après une affaire de corruption dont vous parlez très bien dans votre ouvrage, qui n'est pas n'importe quelle affaire de corruption, c'est un scandale absolument considérable qui a envoyé derrière les barreaux des centaines de dirigeants et d'hommes politiques brésiliens, et notamment, mais pas uniquement au Brésil, d'ailleurs dans toute l'Amérique latine, il y a eu des poursuites. Comment est-ce que vous expliquez que Lula soit resté cet astre qui fascine la gauche, alors que Bolsonaro, et c'est de lui dont on va parler maintenant, est un espèce de diable, un repoussoir absolu? D'abord parce que je pense qu'on est dans une époque où on aime bien mettre des étiquettes et que voilà, ça aide comme ça de différencier les gens en étant... Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Vous voyez, même Lula, il n'a pas fait que du négatif. Il faut penser que Lula, c'est quand même, il l'incarne. En fait, donc Lula, il a eu 2 mandats. Ensuite, il y a eu sa successisse Dilma. Dans les mandats, il a vraiment incarné ce Brésil dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un Brésil qui d'un seul coup était une puissance, un pays inégalitaire mais qui émergeait. Lui est arrivé, alors pourquoi il a réussi ça? D'abord, il a fait quand même beaucoup de réformes pour les pauvres. Énormément, il a fait émerger une classe moyenne, même si elle est artificielle. Donc ce pays a changé. Mais tout n'est pas résolu parce qu'il faut quand même, quand vous regardez les chiffres, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, aussi bien pour lui que pour Bolsonaro, c'est-à-dire on est bien d'accord que le travail d'un journaliste, c'est ni d'encenser ni de juger. Donc quand on regarde les faits, Lula, il a fait quelque chose effectivement de réduire et de faire émerger cette classe moyenne, mais quand vous regardez les classes les plus pauvres, on dit toujours il a fait sortir 30 millions de Brésiliens sur 213, donc c'est quand même déjà pas mal, qui étaient dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, sur ces 30 millions, il y en a la moitié, 15 millions qui sont retournés, et sans doute encore davantage avec aujourd'hui le Covid et la situation dramatique. Et la crise économique. Mais même de ces mandats, donc le bilan économique n'est pas si favorable. Lui, il était en fait poussé par le système économique général, le marché des matières premières. On sait que le Brésil, c'est un pays qui a des ressources phénoménales. Donc, à un moment donné, il y a eu ce décollage économique du Brésil, et lui est porté. Et puis, vous savez, un pays de 213 millions d'habitants comme le Brésil, je pense que il y a besoin d'incarner, on le voit très bien aujourd'hui dans la campagne électorale qui se prépare. Et d'ailleurs, c'est aussi, Bolsonaro joue aussi un peu sur ce côté-là, le besoin d'incarner comme ça un héros populaire. Et ils ont tous les deux ça. Lula a un contact avec les gens très facile.
Joe Biden est pour une semaine, donc une semaine pleine sur le continent européen. Il a un programme chargé, mais il prend son temps. Il est arrivé hier au Royaume-Uni et il y reste jusqu'à dimanche, alors que le G7 commence simplement vendredi, qu'il se terminera samedi. Jean-Éric Brana, est-ce qu'on peut dire qu'il voyage, mais qu'il se ménage? Très bonne entrée en matière. Je ne sais pas si c'est ménage. Je crois en tout cas qu'il va apprécier ce voyage à sa juste valeur. N'oublions pas que Joe Biden, c'est certainement le plus grand spécialiste de politique étrangère qu'il peut y avoir dans le pays parmi les élus. Il a été 2 fois président de la commission des affaires étrangères du Sénat, vous le savez bien, et il avait été choisi comme vice-président pour cette raison-là, parce que c'était un grand expert. Alors, il boude pas son plaisir, hein. Venir faire de la politique étrangère, c'est son dada. Le président des États-Unis, rappelons-le, par la Constitution, est celui qui prend en charge la politique étrangère, et il a bien l'intention de restaurer cette fonction suprême en tant que telle. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que Blinken, on ne l'a pas beaucoup vu, même s'il a beaucoup bougé. C'est pas lui qui était en première ligne depuis le départ, c'est bien Joe Biden qui avait les manettes, et il le montre encore cette fois-ci. Oui, alors cela dit, ça fait 6 mois quand même qu'il est en place, hein, et pour autant il s'est très peu déplacé, et même on ne l'a pas vu véritablement imposer sa marque, à part des déclarations fracassantes sur Vladimir Poutine qui est un tueur et Xi Jinping qui est un... Qu'est-ce qu'il avait dit de Xi Jinping de si agréable? C'est un voyou, voilà. Oui, l'un était un voyou, l'autre était un tueur. À part ces déclarations qui ne sont pas très diplomatiques, finalement il a laissé agir son secrétaire d'État, lui-même est très peu intervenu. Ah mais je ne suis pas d'accord avec vous, Ah bon? parce que sur l'un comme sur l'autre, il a fait des déclarations importantes en disant que si Poutine était un tueur, et rappelons-le, c'est quand même une dégradation, puisqu'en 2015, il lui disait dans le blanc des yeux qu'il n'avait pas d'âme et qu'il était le diable. Alors être dégradé à tueur, je trouve que c'est quand même pas beaucoup, mais il a expliqué surtout la ligne de sa politique étrangère en disant que on parle à ses ennemis, on parle à ceux avec qui on n'est pas d'accord, et c'est bien pour ça qu'il y a une rencontre avec Poutine cette fois-ci. L'important, c'est de se parler. D'accord. Alors, bon, on prend les choses dans l'ordre. Il a, avant de rencontrer Vladimir Poutine, qui sera vraiment le clou de ce voyage, il a un rendez-vous avec la reine, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il va absolument voir Elisabeth II? Ah mais il va aller voir Elisabeth II parce que d'abord c'est le protocole et c'est très important de le faire. Joe Biden est aussi à cheval sur les protocoles, mais il va montrer que les États-Unis sont une nation qui respecte les autres nations. Or là, ce qui se passe avec le Royaume-Uni, on est dans une nouvelle relation. Le Royaume-Uni a quitté l'Europe et désormais la relation spéciale dont on parle doit être reconstruite, puisque jusqu'à maintenant, ce qui faisait cette relation spéciale, c'était que le Royaume-Uni était une porte d'entrée sur l'Europe. Désormais, il y a tout à faire. Or, on a quand même la reine qui a reçu 13 présidents américains jusqu'à maintenant. C'est une forme de continuité et Biden va s'inscrire à la fois dans cette continuité qu'il représente aussi. Hein, il a 78 ans, 79 à la fin de l'année, et il s'inscrit dans le futur puisque c'est son programme, construire l'Amérique du futur. Donc c'est très important que ce voyage se fasse en passant par la reine. Comme aujourd'hui c'est Boris Johnson. Demain, dimanche, ce sera la continuité. Et l'ensemble du voyage, c'est la construction pour ce futur. D'accord. Oui, effectivement, avec la reine, c'est une sorte de concours de longévité. Et il est le challenger, on pourrait dire. Pas d'escale à Paris, pas d'escale à Berlin, ni à Rome, ni à Varsovie. Il va à Londres, qui est hors Union européenne. Il va à Genève, qui est hors Union européenne. Et puis, il n'y a plus que Bruxelles. Il y a Bruxelles, le siège de l'OTAN. Alors on peut le voir comme ça, on peut aussi dire que le G7 avait déjà été décidé et qu'il s'inscrit dans la logique et il va au G7 et il va ensuite à l'OTAN. Donc ce n'est pas les capitales qui sont mises à l'honneur cette fois-ci, mais il y aura des rencontres bilatérales à la fois avec Angela Merkel et avec Emmanuel Macron. Donc de ce côté-là, tout est respecté. Et surtout, on s'attend à ce que vis-à-vis de l'OTAN, il y ait une grande déclaration ou un changement de paradigme, puisqu'on sait que ces conseillers actuellement le poussent à accepter que les Européens aillent vers une défense commune, ce qui serait un vrai changement. Une défense autonome.
C'est une marque d'une forme de souveraineté européenne sur le plan militaire, sur le plan de la défense en tout cas. Expliquez-moi une chose, parce que tout le monde a compris qu'il vient ici pour essayer de forger un front uni, en tout cas c'est la déclaration d'intention qui a été faite et répétée par les diplomates, un front uni des démocraties à économie libérale contre les deux grands régimes autoritaires, la Chine bien sûr, et aussi la Russie. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis ont besoin de l'Europe face à la Chine? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Parce qu'ils viennent réparer ce qu'ils ont raté sous Obama. Celui qui était en charge de la politique étrangère, c'était Biden. Il fait amende honorable. À ce moment-là, en regardant sur le Pacifique et en oubliant les Européens, il s'est trompé. Évidemment, il fallait amener toutes les démocraties dans le bateau pour le faire tous ensemble, puisqu'il n'a pas été possible pour les seuls Américains de contenir la montée de la Chine. Désormais, c'est vraiment tous ensemble qu'il faut le faire, parce qu'il ne s'agit pas que de commercial, comme le pensait Donald Trump, mais il s'agit de sécurité nationale, voire internationale. Il s'agit de souveraineté sur l'ensemble, qu'a révélé d'ailleurs la Covid. On a vu avec les puces et les composants électroniques. Désormais, tout cela est un ensemble mondial, et c'est donc toutes les démocraties qui doivent s'unir pour pouvoir contenir, faire une digue face à cette montée. Donc, quand on parle de démocratie de façon générale, on parle en réalité de la reconstruction d'un binaire, le monde du bien contre le monde du mal. On va le simplifier, mais c'est très américain de le voir ainsi, et c'est bien ce que Biden défend depuis toujours. Oui, le concurrent c'est l'adversaire c'est l'ennemi, et l'ennemi c'est forcément une incarnation du mal. Alors on a bien remarqué qu'effectivement au G7 étaient invités l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud, 3 pays donc qui sont des voisins de la Grande Chine, et puis il y a aussi l'Afrique du Sud. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est l'attitude vis-à-vis de la Russie. Parce que si on voulait pousser le Kremlin dans les bras de la Chine, on ne s'y prendrait pas autrement. Quel est l'intérêt à systématiquement ostraciser et condamner ce que fait le Kremlin? Décidément, je suis en désaccord avec vous ce matin, Vincent, puisque je crois que ce qu'on va regarder en retournant la lorgnette, c'est qu'on va se parler. Et n'oublions pas que Biden est un diplomate, et l'idée de parler aux Russes, c'est justement, même si on n'est pas d'accord, même si on se dit des choses quelquefois très difficiles, en réalité, se parler, c'est laisser une porte ouverte. Et laisser une porte ouverte, c'est faire en sorte que les Russes ne se jettent pas dans les bras de la Chine, parce que là, vous avez raison, c'est effectivement le grand danger que les Américains veulent éviter. C'est formidable, parce que se parler, effectivement, se laisser la porte ouverte et on ne va pas la claquer. À la figure de Jean-Éric Branac, qu'on va remercier infiniment de nous avoir apporté ces éclairages, même si on n'est pas d'accord. C'est ça qui est formidable, c'est de vous entendre, parce que vous êtes très clair. On va se donner rendez-vous à Genève, on arrivera à se parler comme ça en visuel. Merci à vous, Jean-Éric. Passez une bonne journée, un bon week-end. Bolsonaro, est-ce qu'il a beaucoup perdu avec le départ de Trump à Washington, ou est-ce que depuis 6 mois, il a réussi à nouer une relation avec c'est compliqué. Écoutez, moi je pense que vraiment Bolsonaro, il se retrouve orphelin de Trump. Donc dans le livre, une des choses dont je suis quand même assez fière, c'est que je pense que c'est la première enquête qui a un peu au cœur du pouvoir. C'est-à-dire que j'ai suivi des proches conseillers, proches des fils, proches aussi des militaires. Et on comprend bien qu'en fait, y compris dans la gestion de la pandémie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Bolsonaro, vous savez, il était très flatté qu'on l'appelle d'un seul coup le Trump tropical quand même. Ça vous gonfle un ego quand on vous compare au premier président, au président des États-Unis, de la Première Nation. Et donc, il était quand même complètement dans ce modèle. Il l'a suivi sur beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, Bolsonaro s'est quand même fâché par plein de déclarations. Vous l'avez remarqué, Bolsonaro, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Il est sans filtre, quoi. Il n'hésite pas. Donc, dans ses déclarations, c'était quand même... c'est justement un langage... un dialogue difficile et un langage peu diplomatique. Et donc, lui-même et ses fils sont quand même beaucoup pris aux Chinois par rapport aux histoires de vaccins et surtout de l'origine du virus. Ça a créé quand même des relations diplomatiques extrêmement compliquées, à tel point que les premiers contrats de vaccins ont été négociés par le gouverneur Doria de São Paulo, au lieu d'être par le gouvernement. Enfin, vous voyez,
alors que la Mais Chine, vous vous rendez compte, c'est la première responsabilité. partenaire économique du Brésil. Donc c'est aberrant d'avoir fait ça. C'est simplement parce que lui se calquait sur Trump. Et je pense que Bolsonaro, son grand problème aujourd'hui dans sa manière de s'engager dans la campagne de l'année prochaine, c'est d'abord de choisir un positionnement qui soit autre chose que orphelin de Trump. Il était dans la lignée de se dire qu'il allait suivre son modèle pour parvenir à un second mandat. Lui rêve d'un second mandat depuis... Il est même en campagne. Il est en campagne pour ce second Il est mandat. en campagne depuis même peut-être un an, notamment ses fils qui sont très offensifs, qui sont allés voir... d'abord, qui sont allés à la Maison-Blanche, y compris les derniers jours et juste avant les émeutes au Capitole, y compris un de ses fils qui est très proche de Steve Bannon, qui allait le revoir pour trouver des conseils sur la stratégie à mener. Et donc, en fait, ce qui se profile, donc tout à l'heure on a parlé de Lula, on voit quand même très bien que dans les figures, et je pense que c'est quand même lié aussi au Brésil, 213 millions d'habitants, un pays extrêmement inégalitaire. C'est vrai que pour être un politicien au Brésil, je pense que si on regarde ces dernières années, et en plus avec le contexte international où on voit partout comme ça des figures un peu éruptives, on va dire, émerger, c'est que je pense que là on voit vraiment le face-à-face de deux titans, Lula, Bolsonaro, qui sont comme ça, qui eux ont la popularité qu'ont pas d'autres hommes politiques. Et le problème dans ce que je vois, et je pense que la campagne l'année prochaine va être très intéressante à suivre, c'est que finalement on arrive en début de campagne avec deux figures politiques qui sont dans le déni. Lula dans le déni de la corruption, puisque je vous rappelle qu'à aucun moment il a reconnu qu'à un moment donné il y avait eu un problème massif de corruption qui a quand même mené à l'élection de Bolsonaro. Sans la corruption, je ne pense pas qu'une personnalité aussi clivante que Bolsonaro. Exactement. Oui, mais quand même, c'était organisé par les partis qui tenaient, c'est-à-dire le PT et les partis alliés, donc le parti de Lula et ses alliés. C'est comme ça que la corruption a été organisée à partir de Petrobras et toutes les grandes entreprises. Et donc, lui, dans le déni de la corruption, et Bolsonaro quand même, et je pense que ça va être son problème, dans le déni total du Covid et surtout de ses morts. Et vous savez, ça c'est comme dans la tragédie grecque, à un moment, le fameux effet Kataba, si vous voulez être un héros, vous vous confortez à vos propres morts. Donc là, il va falloir quand même qu'il ait un discours, c'est-à-dire ce que beaucoup de Brésiliens lui reprochent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il a décroché dans les sondages, c'est son manque d'empathie. C'est pas le fait de ne pas avoir géré, parce que finalement, il y a d'autres dirigeants qui ont aussi mal géré cette crise, hein. Mais 500 000 morts sur une population qui est très jeune, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la pyramide des âges, les plus de 65 ans, c'est même pas 8% de la population. Donc normalement, le Brésil aurait dû être beaucoup moins touché qu'il ne l'a été. Alors, à la décharge de Bolsonaro, il est arrivé dans ce pays avec quand même un système de santé, d'ailleurs l'éducation c'est la même chose, en totale déshérence. Donc c'est sûr qu'une fois que vous vous retrouvez avec une pandémie sur place, ça fait des dégâts considérables. Il a mis très longtemps à se convertir à la vaccination. Et puis on a eu les images dont vous traitez, que vous racontez de la catastrophe en Amazonie, hein, vraiment de la façon dont à Manaus, les bulldozers taillaient les tombes dans les cimetières, submergés donc par les malades. Comment est-ce que vous expliquez quand même profondément, parce qu'il a usé 4 ministres de la Santé et qui n'étaient pas forcément des professionnels de la santé, donc c'est un vrai problème. Celui qui s'en est mieux tiré, c'est peut-être le général, hein, d'ailleurs, c'est peut-être les autres étaient des médecins quand même. Exactement. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'il ait été aveugle, parce que c'est un bon politicien, qu'il n'ait pas compris pourquoi il s'est entêté justement à nier cette pandémie? En fait, je pense qu'à l'exercice du pouvoir, en fait, je ne suis pas certaine justement que ce soit un bon politicien. Je pense que c'est un très beau tacticien politique. C'est comme ça qu'il a ramené finalement le Congrès, là. Si on regarde le Sénat et la Chambre des députés, les deux présidents sont nouveaux proches, ils ont été élus avec son soutien, donc il a le soutien. C'est-à-dire il a été pendant 30 ans député. C'est un peu un Mélenchon, mais du côté extrême de la droite au Brésil. Et il a vraiment ce jeu d'alliance politique. Il est très doué pour ça. En revanche, sur la gestion politique d'un pays, par exemple sur le Covid, je pense qu'il a une manière finalement peu pragmatique de gérer les dossiers. Le seul dossier qui a été à peu près bien tenu, c'est l'économie, malgré toutes les circonstances, avec un bon ministre de l'économie. Et là, vous voyez que Bolsonaro a lui-même déclaré « à l'économie, j'y connais rien ». Et l'année dernière, avec la pandémie,
pandémie. Quel autre président que lui déclare « Mon pays est dans une catastrophe économique et je ne peux rien faire ». Il a dit ça, je ne peux rien faire. Ouais. Quel président, vous voyez, a fait ce constat-là de son propre pays sans essayer de trouver des solutions politiques, avec des déclarations aussi tonitruantes et avec une gestion aussi erratique et avec un entourage qui semble se défier de lui maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'être réélu ? Écoutez, je pense que surtout le Brésil est un pays imprévisible. C'est vrai que sa chance à lui, qui ne va pas se reproduire, c'est qu'il est arrivé un peu comme un chevalier blanc en 2018, corruption et violence, on l'attendait. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que l'année prochaine, 2022, il va être comptable de son bilan qui est très honnêtement, quand même pas très bon. Je ne vois pas où on peut voir le politique, à part l'aspect positif, sauf à regarder, par exemple, les réformes des retraites. Voilà, il y a quelques points économiques qui sont bons, mais globalement, c'est quand même pas terrible. Le chômage a monté à plus de 14%. Donc, le problème de la malnutrition est de plus en plus phénoménal, l'inflation qui grimpe. Donc, il y a beaucoup de problèmes, sans compter le Covid, quoi. Donc, tout ça, il va devoir être comptable de ce bilan-là. C'est mal engagé. C'est épouvantable. De certaine manière, c'est épouvantable parce que le bilan de Lula a été lamentable, le bilan de Bolsonaro est encore aussi pire. Ouais. Et Lula comme Bolsonaro seront donc les deux candidats de la présidentielle de l'an prochain. On va rire. Merci à vous, Virginie Jacobberger-Lavoué. Pardonnez-moi, j'écorche votre nom. Merci. Brésil, le voyage au pays de Bolsonaro, aux éditions du Rocher. Ainsi va le monde. Et l'info continue sur Télé Sud, bien sûr.